Donc bonjour et bienvenue, ahlam ou sahlam, welcome. Je m'appelle Philippe Comte et la session donc, que vous allez suivre dans les 50 prochaines minutes s'intitule « Comment créer des applications cognitives avec IBM Watson et Bluemix ». Alors ce matin, donc, ma collègue Ruth Willemborg a présenté de façon succincte ce qu'est Watson, donc un ensemble de technologies cognitives. On va voir dans le détail ce que ça recouvre. J'aimerais juste vous donner un tout petit aperçu sur la façon dont les enfants apprennent la lecture. Il y a deux méthodes qui sont très opposées. L'une qui s'appelle la méthode syllabique, où on apprend chacune des lettres pour former les mots, et l'autre qui s'appelle la méthode globale, où on voit l'ensemble du mot pour avoir le concept qui est derrière. La programmation traditionnelle, c'est un peu comme la méthode syllabique, c'est-à-dire qu'on apprend à reconnaître chacune des lettres, on apprend à reconnaître chacun des sons, on apprend à reconnaître chacune des graphies. L'approche cognitive elle va être plutôt proche de la méthode globale, où on va avoir une compréhension générale sans forcément atteindre le détail du mot, par exemple. Donc, ça peut créer des avantages, puisqu'il va y avoir une imprégnation. Et on va voir donc comment, au niveau des systèmes, au lieu d'avoir un développement qui va être fait sur la base d'algorithmes très déterministes, on va passer sur des systèmes qui vont fonctionner sur la base de l'entraînement. Le troisième point de l'intitulé, c'est Bluemix. Alors, je vais juste faire un petit sondage. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne sont pas enregistrés sur Bluemix pour l'instant ? Bon, donc, je gagnerai mon 4 heures si, à la sortie, vous souhaitez vous enregistrer. Voilà. D'où est-ce que je viens ? Alors, je viens de l'autre côté de la mer Méditerranée, j'allais dire de la mare aux Canards, de la ville de Nice, où IBM a un centre de recherche qui était situé auparavant donc, sur les hauteurs. Ça, c'est l'ancien bâtiment. Et maintenant, on est plus près de la plage et de l'aéroport. Mon expérience, donc, j'ai travaillé comme architecte dans l'environnement informatique depuis quelques années et principalement dans le domaine des smarter cities et du big data et de l'analytique. Le plan que je vais suivre, c'est le suivant. Donc, rappeler l'essentiel du projet Watson, donner quelques informations sur Bluemix. Je vais montrer donc comment on peut intégrer quelques briques d'intelligence artificielle pour obtenir un programme intéressant. Et enfin, je vais donner des exemples et utiliser justement Bluemix pour montrer ce qu'on peut faire à partir des services Watson. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé de l'avalanche de données. Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement de plus en plus d'éléments qui peuvent être numérisés. On peut savoir précisément où vous étiez hier, à la minute près, par vos téléphones. On peut savoir ce que vous avez dit sur Facebook. On peut savoir plein de choses. On peut avoir des informations médicales parce que les traitements médicaux qui vont être réalisés vont donner lieu à des fichiers numériques. Mais ces données supplémentaires, elles ne sont pas exactement traitables de la façon dont on peut traiter les données classiques. Il y a une plaisanterie sur qu'est-ce que c'est que 2 plus 2. Si on demande ça à un ingénieur, il va dire que c'est 4. Si on dit ça à quelqu'un du marketing, il va dire 2 plus 2, ça fait 3,9. Et la blague, elle est sur le comptable à la fin, parce qu'on sait que la comptabilité est aussi créative. 2 plus 2, mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse ? L'idée, c'est que les nouvelles données vont être principalement... Enfin, les données classiques, numériques, on va pouvoir les traiter de façon ordinaire, sauf qu'il faudra gérer la question du volume. Donc, c'est la partie big data et la partie analytique sur les données en grand volume. Les éléments qui sont plus compliqués à gérer sont des éléments qui n'étaient pas traités jusqu'à présent, moins bien traités jusqu'à présent, à savoir les textes, la voix, qui peut se décliner en une forme particulière de texte, et les images. Donc, comment traiter des informations qui n'étaient pas jusqu'à présent porteuses d'éléments importants et porteuses d'informations pour les systèmes d'information. Et c'est ce qu'on appelle donc, c'est ce qui amène donc à avoir recours à ces nouveaux services cognitifs qui vont permettre de traiter, par exemple,
le sentiment que l'on ressent, que l'on peut avoir à la lecture d'un texte. Est-ce que c'est un texte qui est, par un utilisateur, un consommateur, positif vis-à-vis de la marque dont il a utilisé l'objet ou le produit? Est-ce que c'est un texte qui est quelque chose qui va indiquer qu'il a envie de racheter ce produit? Est-ce qu'il va indiquer qu'il a peut-être dans un réseau social le projet d'acheter une voiture? Est-ce que ce n'est pas le moment de lui fournir de la publicité pour telle ou telle voiture? Donc cette idée d'utiliser des informations additionnelles pour mieux cerner les besoins des personnes. Pour les images, il y a également la même chose. Quand on demande une image particulière, avoir les informations donc, sur ce qu'elles contiennent, ça peut être utilisé par exemple, notamment dans les Facebook et autres, pour analyser le contenu des échanges qui sont réalisés sur ces réseaux. Alors, dans ce domaine, IBM a eu recours, propose une activité qui s'appelle Watson, un ensemble de services qui s'appelle Watson. Alors, au départ, Watson, c'est un projet de recherche, un projet qui aboutit à un grand moment qui correspond à la participation de cet ordinateur, de ce système, à un challenge qui s'appelle Jeopardy, donc une version américaine de Questions pour un champion, où le système s'est illustré en répondant mieux que les champions humains jusque-là tenants du titre. Ensuite, ça a donné lieu à une start-up interne, et enfin, à partir de 2014, une véritable unité commerciale qui a été créée pour commercialiser ces technologies. Et je dis bien ces technologies, parce que même si ici, il n'y avait qu'une seule, un ensemble de technologies, mais qui donnait l'impression d'être uniquement capable de faire des réponses à des questions, il y a maintenant d'autres technologies, comme la capacité à aider les médecins à déterminer le meilleur traitement pour lutter contre le cancer, à aider des chercheurs en génétique à trouver les bonnes pistes pour relancer leur recherche. Alors, 3 clés essentielles pour cet environnement cognitif. La première étape, ça va être de comprendre, et j'ai commencé à l'illustrer avec la notion d'apprentissage global ou d'apprentissage syllabique, comprendre le langage naturel et la communication humaine, c'est-à-dire être capable de percevoir quelle est la question. Souvent, on se dit, mais quelle est la réponse que je dois fournir? Avant de fournir la réponse, il faut toujours, bien entendu, bien comprendre la question. Et c'est assez difficile pour les ordinateurs de comprendre ce qu'on veut leur dire. D'une part, du fait du langage, mais parfois aussi parce que le langage n'est pas aussi simple et aussi évident, aussi univoque que des lignes de commande. Pour y répondre, donc, on va passer d'un système déterministe à un système probabiliste, en générant un certain nombre d'hypothèses. Donc on va, grâce à l'entraînement, avoir des clés sur les technologies qui sont... les hypothèses, on formule des hypothèses et évaluer ces hypothèses, donner une réponse, et puis avoir la capacité, comme pour les êtres humains, comme pour les enfants qui vont à l'école, être capable de s'adapter, parce que quand on a fait une erreur, on peut comprendre, on peut modifier le système pour qu'il prenne en compte cette erreur et qu'il ne la refasse plus par la suite. Donc, s'adapter et apprendre par l'entraînement d'une part et par les interactions avec les utilisateurs. Alors, quels sont les services qui sont aujourd'hui disponibles? Quels sont les grands domaines qui sont disponibles dans cet environnement? Il y en a 3 principaux. Il y a ce qu'on appelle les services fournis dans l'environnement Bluemix qu'on va détailler donc, au cours des exemples, donc, qui sont sous un format pay and go. Donc, vous utilisez les services dont vous avez besoin et en fonction de la quantité, l'usage que vous en faites, il y a une facturation. Il y a des produits, c'est-à-dire des produits fournis par IBM qui sont donc des produits, par exemple, comme Watson Explorer, Watson Engagement Advisor, Discovery Advisor, le premier assurant une fédération de recherche tant sur le web que sur les ressources internes. Le deuxième assurant la réponse à des questions. Le troisième aidant les chercheurs à déterminer les meilleures pistes en fonction des cibles qu'ils se fixent pour trouver de nouveaux médicaments. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire des sociétés, des partenaires ISV qui ont développé, alors dans différents domaines, des applications qu'on appelle Powered by Watson, donc avec le moteur Watson à l'intérieur, un moteur Watson à l'intérieur. Par exemple, Red Ant et Fluid dans le domaine du retail, dans le domaine de la distribution de produits.
dans le domaine de la connaissance, donc avec Cognitive Scale, ou d'autres sociétés encore. Il y a donc deux façons essentielles de se servir de Watson, soit d'utiliser Watson tel qu'il est proposé par IBM, soit de compléter ses propres applications d'éléments cognitifs. Donc, c'est ce qu'on va voir avec quels sont les éléments que l'on peut rajouter. Alors, il y a une particularité intéressante dans l'environnement Watson, c'est que, en dehors de Watson Explorer, qui est donc l'exemple, le contre-exemple, ou l'exception qui confirme la règle, l'environnement Watson, il est disponible entièrement sur le cloud. Alors, Watson Developer Cloud est accessible par l'environnement Bluemix. Et l'environnement Bluemix, qu'est-ce que c'est ? C'est un environnement donc, qui va permettre d'héberger des applications web et mobile. Donc, OK, on vous fournit donc un certain nombre de choses. Et on va fournir aussi des services. Alors, des services de base comme le runtime Python, le runtime DOM.js, le runtime Java, etc. Mais également des services plus élaborés comme des bases de données et notamment donc, des services cognitifs. Donc l'idée dans l'environnement Bluemix, c'est d'avoir la possibilité de, au niveau du développement, se concentrer sur le code. Il n'y a pas besoin d'installer un serveur Java, il n'y a pas besoin d'installer une base de données, il n'y a pas besoin de réclamer, s'il vous plaît, monsieur l'informaticien, donnez-moi un serveur pour faire mes tests. Tout est prêt, il y a juste à installer le code dans cet environnement. Alors, dans cet environnement, donc, on raisonne en termes de services, et ces services au niveau de... ma collègue a présenté l'ensemble des services. Dans l'environnement Watson, on a un certain nombre de services qui sont proposés, et ceux qu'on va par exemple utiliser aujourd'hui, ça va être celui permettant de répondre à des questions. Aujourd'hui, ce service donc, est en mode bêta, c'est-à-dire que c'est un service qui permet de traiter des questions dans le domaine de la santé et des voyages. On va servir aussi d'un service de traduction, language translation, qui permet de traduire des informations entre différentes paires de langues. C'est-à-dire que ce n'est pas un service aussi général qu'on pourrait le souhaiter, mais qui permet de travailler dans certaines combinaisons de langage. Il y a d'autres services qui sont intéressants. Dialogue, qui permet de créer des enchaînements de questions-réponses. Également, la notion de Natural Language Classifier, qui permet d'aider à comprendre les questions par l'entraînement, qui permet de classer les questions qu'on lui fournit en fonction de grands domaines que l'on veut identifier. Watson, ce n'est pas ça. Donc l'idée, c'est que l'intelligence artificielle qui est derrière cet environnement, elle n'est pas destinée à créer ce genre de personnage pour Halloween, mais plutôt, en utilisant les API cloud, d'être capable de faire de la reconnaissance vocale, donc soit dans le sens speech-to-text ou text-to-speech, également de faire de la vision artificielle pour savoir, dans une image, est-ce qu'il y a une route, est-ce qu'il y a des voitures, etc. La traduction, je l'ai mentionné tout à l'heure, le TALN, le traitement automatisé du langage naturel, ou Natural Language Processing en anglais, l'apprentissage automatique avec les algorithmes de machine learning, et puis les questions-réponses que j'ai déjà évoquées. Alors, comment on peut s'en servir? Avant de passer aux exemples techniques, je vais juste rappeler donc, un cas de figure. Je suis un développeur d'applications pour un centre de support et je souhaite analyser les milliers d'emails que je reçois pour déterminer comment la marque que je représente est perçue, pour comprendre l'évolution de cette perception, pour découvrir des tendances, pour fournir des rapports à mes responsables. Alors, je peux décider de faire un programme à partir de zéro, ou je peux commencer à utiliser un certain nombre d'API, et l'environnement Bluemix se prête très bien à ça. Par exemple, donc, je vais récupérer les emails et ma société donc, utilise l'API de Gmail. Donc, j'appelle les courriers reçus par l'API appropriée. Ensuite, je sais que Watson, avec la fonction d'analyse fournie par l'environnement Alchemy API, va pouvoir analyser le sentiment de ces textes. Donc, on va pouvoir dire, parmi les textes, les emails qu'on a reçus, il y en a 80% qui sont positifs, ou 20% qui sont positifs, on a un problème avec tel produit, etc. Donc, on va pouvoir avoir ce type d'information, toujours par une API. On va pouvoir classer ces informations, évidemment, dans une base.
Et là encore, une base, par exemple, sur Bluemix, qui est accessible par API. Donc, on est capable de transférer des informations sans avoir installé de base sur un serveur local. Et puis, on va terminer par un dernier service qui s'appelle Watson Analytics, qui sera capable d'analyser les informations qu'on aura stockées dans la base. Donc, plusieurs avantages. Des services qui existent déjà, donc c'est un peu l'idée de la programmation objet un cran au-dessus, et puis la capacité à utiliser totalement dans l'environnement Bluemix les services qui sont fournis. Dans cet environnement Bluemix, juste avant de le démontrer, je vais juste présenter le nom de Node-RED. Donc c'est un outil qui a été d'abord créé pour l'Internet des objets, donc être capable de récupérer température, pression, quantité d'eau, etc. Un certain nombre de données provenant de capteurs, avec à la base donc une programmation visuelle et chaque fonction correspondant chaque pavé correspondant à une fonction. Donc on peut introduire manuellement, on peut introduire avec des protocoles divers et variés, MQTT, HTTP, WebSocket, etc. Et on est capable aussi d'utiliser les fonctions Watson qui sont embarquées dans les différents pavés, différents nœuds qui sont proposés par Node-RED. Alors, je vais me connecter à présent sur l'environnement. Voilà. Alors, donc là, on voit différentes couleurs. Donc on programme essentiellement par le fait de tirer-lâcher. Donc on tire un de ces éléments et on le lâche sur le plan de travail. On clique dessus pour remplir les paramètres qui sont proposés. Donc là, par exemple, pour la charge, enfin pour les éléments qui sont transmis, on a différents éléments, timestamp, string, blanc. Ici, alors aujourd'hui, l'ensemble des services Watson fonctionnent en anglais. Quelques-uns fonctionnent en français, allemand, espagnol, etc. Mais ils sont encore rares. Les langues autres que l'anglais seront fournies, disons c'est le plan, devraient être fournies pour le début de l'année 2016, donc très très bientôt. Donc là, c'est la capacité à fournir la question et le nom correspondant à la partie qui est ici. Alors, on utilise pour visualiser une fonction de debugging donc, qui est mentionnée ici. Donc, dans ce debugging, on va simplement savoir quel élément, soit l'objet total, soit la charge, et comment on veut la transférer. On appelle ici donc la fonction, le service Bluemix que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ce service, donc, il a bien sûr un nom, mais il a surtout un nom d'utilisateur, c'est-à-dire chaque service que vous allez déclarer, chaque service que vous souhaitez utiliser, on va vous fournir des credentials qui vont vous permettre, donc, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, d'être sûr que c'est vous qui demandez cet environnement. On voit apparaître la notion de corpus. Donc la notion de corpus, c'est la base de connaissances à partir de laquelle seront extraites les réponses qui vont être fournies. Et au niveau du rendu, enfin de la réponse, on a le choix entre fournir la réponse la mieux classée ou l'ensemble des réponses, enfin, selon la façon dont on souhaite travailler avec cet outil. Voilà. La particularité complémentaire, c'est qu'on a une réponse, mais on a également, et ça se rapporte avec la notion d'apprentissage, le niveau de confiance que le système a de sa réponse. Et donc, on va pouvoir extraire, alors, en travaillant sur la chaîne de caractères, on va pouvoir extraire le niveau de confiance et le fournir comme élément de la réponse, en complément de la réponse. Alors, ici, donc, on a quelque chose de très simple. On pose une question, donc je la rappelle. Est-ce que je suis à risque de maladie cardiaque? Okay. Ici, donc, on a touché le flux, donc il faut le déployer. Voilà, il est successfully deployed. Et on va voir apparaître ici, dans la partie debug, les différents éléments qui apparaissent dans les pavés verts au fur et à mesure qu'ils sont renseignés. Donc, si on clique sur question, donc on a effectivement ici la notion de
la question qu'on a posée dans ce pavé English Question, et on a la réponse ici qui est fournie par ce pavé English Answer. Vous êtes à risque, you are at higher risk for heart disease if you are a woman over age 55, you're a man over age 45, your father or brother had heart disease before age 55, your mother or sister had heart disease before age 65. Donc il y a une certaine compétence dans le domaine des maladies cardiaques qui est fournie comme réponse à la question qui est présentée là. Et puis à la fin, donc, il y a l'indice de confiance par rapport aux algorithmes qui ont été utilisés. L'indice de confiance de la valeur de cette réponse est de 98%. Alors, on va passer maintenant dans la deuxième étape. On a utilisé là un service de Watson, qui était le service API. On va en utiliser maintenant un deuxième, et plusieurs fois, qui va être celui de la traduction. La traduction ayant deux fonctions. D'une part, identifier la langue qui est utilisée, et la deuxième activité qui est de traduire le texte. Le traduire d'une part à l'aller, c'est-à-dire qu'on va poser la question qu'on a posée en anglais, on va la poser maintenant en français. On va identifier la langue comme la langue française. On va traduire la question en anglais. On va là, ici, se retrouver dans la situation précédente. Donc, une question en anglais qui est posée au service Watson de questions-réponses. On va ici afficher la réponse en anglais. On va la traduire à nouveau en français. Et on aura ici donc l'affichage de la réponse en français avec l'indice de confiance. Donc, on va faire tout de suite l'exercice. Alors, je vais redéployer. Non, je vais rien modifier, donc je n'ai pas besoin de déployer. Donc, Donc, on voit ici la question qui est posée. Suis-je à risque de maladie cardiaque? On voit ici l'ensemble du contenu du message, c'est-à-dire qu'il y a un topic, un payload, un message ID, le langage, un niveau de confiance du langage, un niveau de confiance de la reconnaissance de la langue. Ensuite, on voit la traduction avec « Am I at risk of heart disease ?» On voit ensuite donc, la réponse en anglais qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, on a ici la traduction. Vous êtes à risque élevé de maladie cardiaque si vous êtes une femme de 55 ans, un homme de 45 ans, votre père ou votre frère avait une maladie cardiaque avant l'âge de 55 ans, votre mère ou sœur avait une maladie cardiaque avant l'âge de 65 ans. Et l'indice de confiance qui est présenté en dernière activité. Donc là, on a montré qu'avec Bluemix, on était capable d'enchaîner les services Watson. Alors évidemment, ce n'est pas une application complète puisqu'il nous manque l'interface utilisateur. Donc il faut encore habiller tout ça pour que ça puisse être présenté dans un environnement de l'application web, par exemple. Mais on a montré donc le fait d'enchaîner les différentes activités. Alors juste, je vais passer maintenant quelques instants au niveau donc de Bluemix pour montrer ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat. Donc sur Bluemix, on va avoir besoin de créer une application qui va générer l'accès à Node-RED. Donc, alors, voilà. Donc là, j'ai mon espace, j'ai l'ensemble de mes applications. Donc, je pourrais la créer, je pourrais utiliser différents services. Celle que j'ai créée ici, qui utilise donc Node.js, qui utilise une base de données, qui utilise l'Internet of Things et qui utilise ici notre base de données. Donc, je vais l'ouvrir. Et là, en cliquant sur cet indicateur, là, sur ce lien, on va ouvrir la partie Node-RED que l'on a vu tout à l'heure, PCBDA, Sarajevo, etc. Alors, je vais juste aussi montrer les services. Je voulais tout à l'heure évoquer le fait qu'on avait utilisé des services de traduction, ainsi qu'un service de questions-réponses. Et ici, donc, au niveau des questions-réponses, par exemple, on a au niveau des credentials, donc les informations permettant de s'en servir, donc le lien où se trouve l'API, le nom d'utilisateur qui est fourni pour notre usage, ainsi que le mot de passe. Et la même chose pour la partie traduction. Voilà. Donc voilà dans l'environnement Bluemix et dans l'environnement Node-RED, comment on peut utiliser les services Watson qui sont proposés.
Alors, je vais maintenant vous montrer un autre élément qui est celui qui est utilisé. Alors, un petit instant. Qui est l'environnement qui est utilisé pour créer la base de connaissances et entraîner l'outil à le préparer à répondre à des questions. Alors, je pose le micro une seconde. Alors là, on passe du côté de la personnalisation des bases de connaissances. Donc, c'est un outil qui n'est pas formulé, proposé tel quel dans Bluemix. Donc, cet outil-là n'est pas accessible directement dans Bluemix. Hein. Dans Bluemix, il y a d'autres façons un peu plus, disons, artisanales d'arriver au même résultat. Alors là, c'est un exemple que j'ai utilisé pour une présentation pour le tournoi de tennis de Roland-Garros, donc un environnement où j'ai renseigné cette base de connaissances d'informations sur le tennis, sur les règles du tennis, sur l'histoire du site de Roland-Garros, sur les principaux vainqueurs dans les différentes catégories de ce tournoi. Et pour ce faire, donc j'ai utilisé des documents que j'ai renseignés dans une base de connaissances donc, qui s'appelle Corpus dans cet environnement. Donc, dans cet environnement, j'ai téléchargé donc, un certain nombre de documents. Donc ici, on voit qu'il y en a 97 qui ont été téléchargés pour un certain total d'espace. Et on a la capacité donc, à mettre à jour ce corpus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le système de mettre à jour le corpus? Ça veut dire de diviser les documents en petits morceaux de phrases qui vont être utilisables comme réponse par rapport aux questions qui seront posées. Donc l'étape va être à la fois une classique indexation, il faut savoir où sont les choses, mais également avoir cette capacité à dire tel bout de phrase est une entité indépendante que je pourrais, par l'entraînement et la recherche, fournir ou proposer comme réponse à une question. Alors, un point qui a été amélioré il y a quelques temps, qui n'existait pas au début, mais qui est très pratique, c'est qu'au début, évidemment, il y avait la fonction de mise à jour globale. C'est-à-dire, chaque fois qu'on rajoutait un document, il fallait remettre à jour l'ensemble du corpus. Et donc, ça avait un impact sur l'entraînement. Là, depuis un certain temps déjà, on a la fonction donc, de mise à jour partielle qui permet de conserver notamment les questions d'entraînement qui vont porter sur des morceaux de corpus qui étaient déjà existants dans l'environnement. Donc, on charge des documents. Les documents les plus efficaces sont des documents structurés. Hein, donc, il y a toujours la comparaison avec la façon dont les êtres humains apprennent. Si on vous donne l'ensemble de vos cours de droit ou de vos cours de maths dans un document sans titre, sans ponctuation, sans espace, vous allez avoir plus de difficultés à apprendre la matière que si on fait des chapitres, si on met des titres, si on fait des éléments qui permettent de mettre en valeur des choses. Hein, et c'est un peu la même chose pour les machines. Le fait de dire que des choses sont de niveau 1 ou de niveau 2, qu'il y a des paragraphes, etc., facilite l'apprentissage, le repérage. Et les documents, donc soit en mode HTML, soit en mode Word, mais assez structurés, produisent de meilleurs résultats que des documents qui seraient produits par un texte sans organisation. Donc quand on dit parfois c'est de l'information non structurée, c'est vrai, elle n'est pas structurée à la façon des bases de données où il y a des colonnes, des intitulés de colonnes, etc. Mais il y a quand même besoin d'une certaine structuration pour être capable de comprendre facilement, plus facilement en tous les cas, ce qu'ils contiennent. Donc, créer les documents qui vont servir de base. Ensuite, on va avoir une fonction d'entraînement. Cette fonction d'entraînement, elle va permettre de créer en quelque sorte un niveau de vérité, c'est-à-dire qu'on va associer des questions avec les réponses qui sont les plus pertinentes.
Et ça va venir. Voilà. Donc là, on a l'outil qui permet ici de poser de nouvelles questions. Ah, un petit problème. Non, voilà. Donc, il a fallu aller les chercher. Donc, on a des questions qui ont déjà été posées. Par exemple, pourquoi a-t-on construit le stade de Roland-Garros à Paris? Donc, c'est le stade qui héberge les internationaux de tennis de France. Eh bien, il a été construit donc en 1928 parce que l'équipe de France de tennis avait gagné la Coupe Davis et que pour assurer le match retour contre les États-Unis, il fallait un stade qui soit à la hauteur de la manifestation. Donc, ils ont décidé de construire un stade et donc d'avoir cet établissement donc construit en 1928. Donc, cet élément-là a été fourni par la base de connaissances, donc elle était dans la base de connaissances. Je l'ai choisi, enfin, d'autres personnes, puisqu'on est mis à plusieurs, l'ont choisi. Mais comme dans tout élément de connaissance, si éventuellement un spécialiste du domaine venait voir et dit non, c'est pas ça la bonne raison. La bonne raison, c'est parce que on a choisi de le créer en 1925 ou en 1942 ou n'importe quelle autre réponse, il pourrait amender ces réponses de façon à ce que la réponse soit vraiment une réponse d'expert, une réponse contrôlée, une réponse vérifiée. Et c'est un point important à mentionner par rapport aux recherches qui se font sur le web. Aux recherches sur le web, on peut avoir la vérité, on peut avoir la vérité dans différents formats, on peut avoir des choses qui sont non vérifiées. Là, l'idée de cet environnement Watson, c'est de fournir des réponses vérifiées. Alors, bien sûr, à la hauteur de l'expert qui est retenu, qui est utilisé et qui fournit son savoir. Mais en tous les cas, on essaye d'avoir une certaine rigueur, enfin une grande rigueur dans les informations qui sont fournies en retour. Donc, on peut la modifier, on peut la détruire le cas échéant. Donc, on a toutes ces questions qui sont disponibles. Et puis, il y a différentes étapes. Par exemple, ici, needs repair. Donc, quand on modifie le corpus, quand on retire des documents ou quand on ajoute des documents, il peut y avoir des impacts sur les réponses. Et donc ici, par exemple, celle-là, on a modifié le document concernant la réponse sur cette question qui a été battue par Yannick Noah donc, en 1983. Et on voit ici que la réponse potentielle a été détruite. Donc, effectivement, on a un problème. Il faut reposer la question, ou affecter à quelqu'un pour qu'il traite ce sujet. Donc, on entraîne, etc. Et après, l'étape suivante, c'est de valider que cet entraînement est suffisant et qu'en tous les cas, il fait bien progresser la connaissance de la machine. Alors pour ça, il y a un certain nombre d'outils qui sont fournis. Alors bien sûr, on peut poser les questions les unes après les autres, mais on peut avoir aussi un outil qui va poser l'ensemble des questions d'entraînement, sans avoir la réponse, mais une fois que les réponses auront été fournies par le système, de comparer ces réponses aux réponses qui ont été proposées au titre de l'entraînement. Et donc, par exemple ici, on voit qu'on a, dans 98% des cas, le système extrait la bonne réponse, donc c'est pas mal. C'est pas suffisant parce que il le fait en tant que première réponse seulement dans 70% des cas, à ce niveau d'entraînement, et il le fait avec une confiance qui est forte, alors supérieure à 90%, dans seulement 43% des cas. Donc là, on a un système qui est vraiment en phase d'entraînement, il sait retrouver les réponses, bien, mais il n'est pas encore tout à fait performant pour les retrouver et les placer en première position, et on comprend pourquoi il est ensuite un peu incertain, il manque de confiance dans les réponses qu'il fournit. Aujourd'hui, on est à 43%. Donc, progressivement, et on a vu que la recommandation pour cet environnement était de l'ordre de 2000 questions, on en était au quart. Donc, progressivement, on voit monter le niveau. Alors, 98%, on va le voir monter un petit peu, mais c'est surtout au niveau de l'accuracy, enfin de la précision et de la confiance qu'on va voir apparaître donc des modifications.
Voilà pour la partie donc, de cette expérience manager qui va permettre donc d'avoir cette capacité à répondre, donc, répondre aux questions. Ici, on aura un outil qui va permettre de faire du test en interne et on va avoir la possibilité de faire une analyse, l'intégrer dans une API. Alors, je vais envoyer tout de suite. Donc on aura la possibilité de poser des questions alors sur différents sujets. Par exemple, il y a une autre des questions, un autre des environnements de développement que j'avais utilisé, c'était la partie des questions sur la retraite, par exemple. Donc poser des questions sur la retraite et fournir des réponses donc, aux utilisateurs qui souhaitent savoir donc comment, quelles démarches faire ou quelles opérations mener pour réaliser leur retraite. Voilà. Donc là, on va revenir à la présentation. Voilà. Alors avant de continuer, est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander sur les éléments donc, que je vous ai présentés? Oui? Oui. 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 Alors, il utilise un peu toutes ces façons de travailler. Donc, bien sûr, la recherche sur mots-clés, ce serait dommage de s'en priver. Si on pose une question sur tel élément et que l'élément figure tel quel dans un bout de réponse possible, il va être retenu. Il va pas forcément être cet élément-là, cette phrase-là, va pas forcément être traitée comme la réponse. Elle va être complétée. Donc, parmi les candidats possibles, il y aura les phrases qui contiennent ce qu'on a demandé tel quel. Le deuxième point, c'est qu'il va utiliser un certain nombre d'éléments d'équivalence. C'est-à-dire que si on traite de voiture, il va regarder aussi automobile, il va regarder aussi... Donc, il va avoir un niveau de compréhension de la question qui va lui permettre de rechercher des choses qui ne sont équivalentes pour notre esprit humain, mais qui, dans un système de recherche, doivent être un peu adaptées pour que automobile apparaisse quand on a posé la question quelle est la voiture de l'année, par exemple. Si on a automobile de l'année dans le corpus et pas voiture de l'année, il faut être capable de faire cette adaptation. Le troisième élément, c'est qu'il va, à partir d'une liste de candidats possibles, utiliser donc tous ces algorithmes-là et d'autres pour déterminer quelle est la réponse qui a la plus grande probabilité d'être la bonne. Et c'est là où l'entraînement joue, c'est qu'on va essayer de cerner, entre guillemets, les différents sens de ces différentes questions. Alors on utilisera bien entendu les prédicats, donc quand, qui, quoi, comment. Donc ça aussi, ça va introduire si on pose une question qui et qui repère des mots, des réponses dans lesquelles le sujet n'est pas une personne, il va y avoir comme un problème. Donc l'algorithme va dire non, on a posé une question qui, me raconte pas la carotte quelque chose, ou le chameau, il faudrait sortir une personne. Donc il y a toutes ces étapes, tous ces filtres qui passent progressivement et qui, à la différence d'un programme déterministe, sont imparfaits. Donc c'est pour ça que ça prend un certain temps pour arriver à ce que, quand on pose des questions éloignées de l'entraînement, on arrive à une réponse qui soit satisfaisante. Oui. Pour peu que... Alors c'est là où on en vient, par exemple, aux différents traitements des langues. Il faut donc que pour toutes les langues qui sont concernées, on ait cette capacité, on ait intégré tous les dictionnaires appropriés
Et donc, quand on dit que les langues apparaissent dans Watson, ce n'est pas simplement une traduction de l'interface utilisateur. C'est vraiment à l'intérieur de l'outil que l'on fasse les modifications pour que, quand on pose une question en français, ben, les synonymes soient les synonymes du français, en arabe soient les synonymes de l'arabe, etc. Donc, il y a vraiment, à l'intérieur de l'outil, des spécificités qui doivent être modifiées pour supporter les langues. Vous souhaitiez ? Oui, alors, il y en a une tout à fait. Elle s'appelle Watson Academy. Donc, je vais presque profiter de la question pour vous la montrer. Voilà, donc sur l'environnement Watson Developer Cloud, Smarter Planet, IBM Watson Developer Cloud, vous avez à la fois, bien sûr, la présentation des services tels que j'ai l'ai fait très rapidement, donc sur les différents, les améliorations, les nouveautés, etc. Vous avez donc la liste des services, vous avez un certain nombre de démonstrations, alors qui peuvent être intéressantes et qu'on va voir donc tout à l'heure. Et puis vous avez aussi donc la communauté, vous avez un certain nombre de documentation et la Watson Academy donc, qui offre un certain nombre de facilités pour comprendre dans cet environnement. Dans la notion d'App Gallery, vous avez des choses donc, très intéressantes pour vous aider à démarrer. Ce sont des applications donc, qui sont opérationnelles, enfin des démonstrations. Donc on va pouvoir, par exemple pour celle-ci, qu'est-ce qui se joue au théâtre, dans les cinémas, l'application. Mais également, on va avoir le code qui est fourni. Donc, vous allez avoir la possibilité de regarder comment ce résultat utilise. Et alors là, les deux petites icônes, ça va montrer que dans ce cadre-là, on utilise deux services. Un service qui s'appelle Dialogue et un service qui s'appelle Natural Language Classifier. Donc, il y a d'autres applications, donc avec une notion de parole, donc avec speech to text, traduction, text-to-speech. On a ici donc une application pour des conseils aux investisseurs. On a ici des services qui sont un petit peu originaux, qui sont un service qui apparaît dans l'environnement Alchemy. Alors, Alchemy est une société qui a été intégrée à IBM assez récemment et qui propose notamment le traitement des informations parues dans la presse. Donc, elle a, notamment pour les applications que l'on veut personnaliser d'un certain nombre d'informations venant des journaux, on a la possibilité donc de poser des questions, par exemple, on va le voir tout de suite. De définir un certain nombre de filtres qui permettent d'avoir... Oui, bon, là, donc, un tout petit souci immédiat. On va voir juste une autre démonstration. Alors, la partie sur la partie sur les cinémas. Voilà, donc, voilà. Donc, dans la partie sur les cinémas, c'est une sorte de conseiller personnel, d'interrogation. Donc, on va avoir une demande sur ce qu'on souhaite voir au cinéma, quels sont les domaines favoris. Et ensuite, donc, il y aura une proposition en fonction de ce qui se joue, dans les cinémas américains. Alors là, hop. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se joue au cinéma? Discussion avec Watson pour découvrir ce qui se joue ou ce qui va se jouer. Donc là, c'est là. OK. Comment est-ce que je vous appelle? Appelez-moi Philippe. OK. Salut Philippe. Est-ce que vous voudriez voir un film qui se joue maintenant ou bientôt? Alors, je vais maintenant.
ben, je veux, je sais pas, aventure par exemple. Je veux dire, je veux toutes les classifications. Et là, il va se connecter donc à une base d'informations. J'ai trouvé 20 résultats pour les films d'aventure. Donc, il y a le spectre avec James Bond, il y a etc. Et donc là, on a la possibilité d'aller, par la programmation, hein, d'aller se brancher sur la base de données, donc YouTube, pour voir le lancement du nouveau James Bond. Alors, on va s'arrêter, on va poser les dernières questions. Oui. En fait, est-ce que la plateforme Watson aujourd'hui a des concurrents et en quoi elle est en avance? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement des concurrents, enfin, en tous les cas des gens qui se préoccupent d'intelligence artificielle, et ce qui est rassurant, puisque ça montre que c'est un domaine sur lequel l'industrie dans son ensemble travaille. Le deuxième élément, c'est que chacun, pour trouver sa place, attaque le marché de façon un petit peu différente. Donc il y a des solutions qui sont proposées pour le grand public, hein, c'est les Siri, c'est les Google Now, qui visent à acquérir de l'information par des services divers et variés. Alors Google est spécialiste avec les cartes, avec la traduction, hein, pour capter de l'information sur des individus, la revendre, en tous les cas l'utiliser avec des commerçants pour faire du marketing ciblé. C'est un peu ce que fait Facebook, c'est un peu ce que fait Siri. Avec le problème suivant, c'est quand vous demandez à Siri quelle est la meilleure pizzeria du coin, est-ce qu'il va vous répondre c'est la pizzeria de Joe parce que Joe a payé une publicité dans Siri, ou c'est la pizzeria de Raymond parce que c'est effectivement la meilleure du coin. Donc il y a un biais particulier qui est quel est l'intérêt de celui qui fournit la réponse. Bon. Watson essaye de se positionner plutôt dans l'environnement d'entreprise, avec des données qui sont par exemple les données de procédure d'une banque, les données de procédure d'une assurance, pour renseigner des gens, mais non pas à base d'informations publiques, mais à base d'informations, alors je ne dis pas privées, mais d'informations d'entreprise, quoi. Donc c'est un domaine un petit peu différent, où l'effet volume est beaucoup moins important, parce qu'il y a moins de gens qui vont demander comment on fait un prêt auprès de la banque, enfin de Attijari Wafa, que de gens qui vont se renseigner sur les programmes de cinéma, par exemple. Donc il va y avoir des algorithmes un petit peu réglés différemment dans les deux cas. Et c'est principalement, à mon sens, le positionnement qu'on peut voir sur l'offre IBM, plutôt entreprise, et l'offre d'autres sociétés qui est plutôt grand public. D'autres Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous invite à vous inscrire sur Bluemix et à utiliser Watson. Bonne journée.